Je pense aux gens qui sont en train de mourir sous les décombres. J'imagine des gens en train de sortir des corps de sous les gravats. Les immeubles s'effondrent alors qu'il y a encore du monde à l'intérieur. Nous avons fui à cause des bombardements. Bachar al-Assad nous tire dessus et détruit nos écoles. Je suis heureuse ici, mais j'espère que je pourrai retourner à l'école et voir mes professeurs et mes amis. J'ai essayé de quitter le camp et de trouver une école pour mes enfants, en dehors d'ici, car la situation est difficile. Ils sont aujourd'hui un demi-million de réfugiés syriens à avoir fui la Syrie en guerre. Ils se sont installés dans les pays limitrophes, la Turquie, le Liban, la Jordanie ou encore l'Irak. Alors comment sont-ils pris en charge par les autorités? Dans quelles conditions vivent-ils alors que le froid a fait son apparition? Cet afflux de réfugiés, plus de 150 000 au Liban, plus de 130 000 en Turquie et plus de 140 000 en Jordanie, ne risque-t-il pas de déstabiliser les pays d'accueil? On en parle ce soir avec nos invités en direct de Jordanie. Daman Kamel Derich, bonsoir. Vous êtes le chef des opérations pour le Haut Commissariat aux réfugiés. C'est vous qui avez ouvert le camp de Zaatari qui compte environ 32 000 personnes aujourd'hui. Nous serons en direct d'Antakya en Turquie, près de la frontière syrienne où se trouve notre correspondante Assia Chiab. Assia, bonsoir. Antakya où il y a aujourd'hui 4 camps de réfugiés. Vous nous direz comment vivent ces hommes, ces femmes et ces enfants. Dans la seconde partie du débat, nous irons au Liban, à Beyrouth. Et puis avec nous sur ce plateau ce soir, Pierre Salignon, bonsoir. Vous êtes le directeur général de Médecins du Monde. Ali Kassansygil, vous êtes politologue, spécialiste de la Turquie, auteur de La Turquie, c'est aux éditions Cavalier Bleu. Et avec nous Fadi Fadel, bonsoir. Vous êtes libanais, vous êtes doyen de l'American Business School de Paris. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite partir dans la région de Hatay, en Turquie, où se trouve un camp qui accueille aujourd'hui 5000 réfugiés. C'est un reportage d'Assia Chiab qui a été tourné le 11 novembre dernier. Cela fait maintenant 18 mois que la Turquie héberge sur son sol des réfugiés syriens. Ils ont tout laissé derrière eux pour vivre sous des tentes, sans confort, mais avec au moins un sentiment de sécurité. Ce jour-là, une parlementaire européenne est en visite dans l'un des 14 camps installés dans le sud de la Turquie. L'occasion pour le ministre turc de la Justice de montrer les efforts déployés par les autorités d'Ankara. Il nous aide beaucoup. Il nous offre toutes les nécessités de la vie ici. Tous les biens utiles. Nourriture, soins médicaux, éducation, l'État turc a dépensé près de 200 millions d'euros jusqu'à maintenant pour la prise en charge de ces réfugiés. Des efforts auxquels les Syriens sont sensibles, même s'ils regrettent que leurs enfants ne soient obligés de suivre le cursus scolaire turc. Les cours d'arabe sont presque inexistants. À l'approche de l'hiver, de fortes pluies ont commencé à s'abattre sur la région. Dans les camps les plus récents, les réfugiés vivent dans des préfabriqués, mais dans les camps de tentes comme celui-ci, l'hiver sera plus difficile à affronter et les frustrations sont amplifiées. Le gouvernement turc et M. Erdogan, je les respecte. Mais nous, on a un gouvernement corrompu et Bachar al-Assad est un âne. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec nos enfants, avec cette pluie? Regardez, il y a de l'eau dans la tente. La situation est catastrophique. On vit comme des sans-abri, on ne peut rien faire. Pourquoi la communauté internationale et le monde arabe sont silencieux? Il nous manque beaucoup de choses ici pour avoir une vie normale. Financièrement et logistiquement, le fardeau des réfugiés est de plus en plus lourd pour Ankara, qui souhaite davantage d'aide de la communauté internationale et de l'Union européenne en particulier. La Turquie a déjà fait tout ce qui était en son pouvoir pour venir en aide à cette population. Mais de l'autre côté de la frontière, il y a encore de nombreux Syriens qui vivent une tragédie et qui voudraient venir vivre ici. L'Union européenne et les États de l'Union européenne, je crois, aident beaucoup. Alors, ils aident beaucoup, d'une part, pour de mauvaises raisons, parce qu'ils ne souhaitent pas avoir de réfugiés syriens chez eux. Et ça, je crois que c'est une question maintenant qu'il faut poser vraiment très ouvertement. Comment l'Union européenne et ses États membres sont capables de s'engager, comme l'a fait un peu l'Allemagne récemment, un petit peu la Suède, mais c'est tous les États, solidairement, qui devraient s'engager à accueillir des réfugiés de Syrie, Syriens et de Syrie sur leur sol.
Pour l'heure, tous les camps en Turquie sont arrivés à saturation. Il faudra davantage de moyens si les violences se poursuivent de l'autre côté de la frontière. Selon certaines estimations, 400 000 Syriens pourraient trouver refuge en Turquie d'ici juin 2013. Assia, on l'a entendu dans votre reportage, ces camps sont aujourd'hui à saturation. Il y a beaucoup de monde qui attendent de l'autre côté de la frontière. Oui, effectivement, mais pour revenir d'un mot sur la situation des réfugiés en Turquie, eh bien, la situation n'est pas forcément idéale dans les camps, mais au moins ils ont un abri, ils ont de la nourriture, ce qui est l'essentiel, alors que l'hiver est maintenant bien installé ici. Et donc ces réfugiés, avec ce système mis en place par le Croissant Rouge turc, eh bien, ces réfugiés sont bien mieux lotis que tous ceux qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de déplacés syriens qui sont du côté syrien de la frontière et qui voudraient passer en Turquie, qui ne peuvent pas parce que les autorités turques n'ont pas fermé leurs frontières, mais en tout cas réduit l'accueil parce que bien les 14 camps qui sont en Turquie sont maintenant pleins. Et donc ces réfugiés, ces déplacés plutôt qui sont du côté syrien de la frontière, eh bien, sont eux en train de camper littéralement au milieu de nulle part, dans des champs d'oliviers. Maintenant, quelques-uns ont des bâches et des tentes, mais il manque quand même de tout par rapport aux réfugiés d'ici. Il y a quasiment pas de toilettes, pas de groupe électrogène. J'étais dans un de ces camps, il y avait 12 000 réfugiés déplacés syriens qui cherchent à aller, qui attendent leur tour pour aller en Turquie. Pour rester avec nous, Assia Chehab, Kamel Dervish en direct d'Amman avec nous. Je le disais en introduction, c'est vous qui avez ouvert le camp de Zaatari, alors qu'il comptait au mois d'août, on le dit quand même à nos téléspectateurs, 1500 réfugiés. Au mois de septembre, 23 000 réfugiés. Et aujourd'hui, début décembre, 32 000 réfugiés. Dans quelles conditions vivent ces hommes, ces femmes et ces enfants en Jordanie, hein? La situation est difficile. La situation est difficile, nous l'avons connue en été où les températures étaient très élevées et aujourd'hui, oui, ces populations vivent dans une météo qui n'est certainement pas favorable. Je vous parle de Amman, mais dans le camp de Zaatari, la situation, la température est à 1 degré Celsius. 1 degré Celsius pour des populations qui ont fui leur maison, leur village, avec juste les vêtements qu'ils ont sur eux. Donc, pas du tout préparés, à faire ce voyage ou cet exil. Alors, le camp de Zaatari a reçu quelques 60 000 personnes, en fait, mais il y a eu des départs, il y a des populations, beaucoup de gens qui sont passés vers les communautés. Certaines, à cause de ces conditions difficiles, sont même retournées, on estime à quelques 7 000 personnes qui sont retournées en Syrie, et le reste est dans le camp. Alors, dans le camp, nous avons établi des services de survie. Il y a effectivement l'alimentation, il y a l'eau, les services de santé, l'éducation qui est fournie. Alors justement, Kamel Dervish, sur l'éducation, justement, il faut quand même dire à nos téléspectateurs que plus de la moitié des personnes qui arrivent dans ce camp de Zaatari, eh bien, ce sont des mineurs, ce sont des enfants. Comment sont-ils pris en charge, ces enfants, aujourd'hui, hein? Alors, pour la majeure partie, je dirais 75%, c'est des femmes et des enfants. Donc les enfants sont enregistrés avec leur famille et nous essayons immédiatement de les orienter vers des systèmes scolaires ou de prise en charge aussi parce qu'on appelle en jargon le Child Friendly Space, où on peut s'occuper ces enfants qui ont vu des tragédies se passer en Syrie. Kamel Dervish, vous restez avec nous. Pierre Salignon, Médecins du Monde, vous avez fait un édito ce mois-ci. Médecins du Monde dit aujourd'hui qu'il ne se sent pas soutenu. Vous parlez de réponse humanitaire, de circonstances. L'humanitaire se retrouve aujourd'hui piégé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un conflit meurtrier et durable où le constat qui est fait, c'est que l'accessibilité au terrain est extrêmement limitée. Donc le fait de pouvoir porter secours à, par exemple, les déplacés dont on parlait tout à l'heure, de l'autre côté de la
la frontière en Syrie même. Nous, on est en train de le faire. C'est compliqué parce que la situation est difficile, parce que c'est insécure, parce qu'il peut y avoir des bombardements, et aussi parce que on est face à une situation où, malgré les efforts produits, comme on le dit là, hein, sur les pays voisins pour accueillir dans les communautés, dans des camps constitués, les réfugiés, force est de constater que quand on est en danger de mort aujourd'hui en Syrie, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir fuir. Donc le constat, c'est un constat d'inquiétude, parce qu'on voit bien qu'on est dans un conflit qui est loin d'être terminé, qui est d'une violence extrême, et porter secours aux populations affectées par les violences, c'est aujourd'hui quasiment impossible. Alors on imagine d'autres modes d'opération, hein, au lieu d'être présent de manière permanente sur le terrain, on travaille avec des réseaux de médecins syriens qui sont eux sur place et qu'on essaye d'assister au mieux en faisant des visites ponctuelles. Ali Kassansiguil, on a entendu dans le reportage des témoignages de réfugiés syriens qui disent qu'ils ne se sentent pas soutenus aujourd'hui par les pays arabes. Comment expliquer que les frères arabes ne soutiennent pas plus ces réfugiés ? Écoutez, je ne connais pas tout à fait les détails et les soutiens ou les absences de soutien de ces pays. Mais ce qui est sûr, c'est que ni les Occidentaux, ni la plupart des autres pays arabes n'aident vraiment, je crois, la Turquie sur ce plan-là. C'est peut-être pareil aussi au Liban et en Jordanie, je ne sais pas. Mais il y a une sorte de, aussi bien du côté des Occidentaux que des pays arabes, à la fois des calculs, des non-dits, et beaucoup d'hésitation. Alors, le non-dit des Qataris et des Saoudiens, c'est soutenir les sunnites contre les chiites, etc. Les forces armées. Pardon ? Surtout les forces armées. Les forces armées. Et du côté de l'Occident, c'est bien sûr les relations avec Israël. Israël qui a peur que la Syrie bascule vers les salafistes, vers Al-Qaïda, etc. Et donc, tout le monde est tétanisé en quelque sorte. Et les pays comme la Jordanie, comme le Liban et la Turquie qui sont au premier plan sur le front sont en difficulté, d'abord financière, mais en difficulté humanitaire aussi. Parce que c'est un coût aussi. Il y a, comme vous dites, la prise en charge de ces réfugiés, la prise en charge humanitaire, mais il y a aussi un coût aujourd'hui pour la Turquie. Ah ben bien sûr. D'ailleurs, votre correspondante a cité, ou c'est vous, je ne sais pas, 200 millions de dollars déjà dépensés, qui est une somme quand même qui n'est pas négligeable. Et étant donné que le conflit peut encore durer des mois et des mois et des mois, et que des centaines de milliers de réfugiés peuvent encore arriver dans ces trois pays, ben, il faut quand même que la communauté internationale ait une vision un peu plus stratégique, un peu plus à long terme que ces hésitations. Est-ce qu'on connaît l'opposition? On ne reconnaît pas l'opposition, etc. Bon, il y a 3 ou 4 pays qui ont reconnu quand même la coalition nationale syrienne. Là aujourd'hui, il y a une réunion quand même à Marrakech, le groupe des Amis de la Syrie, dont les États-Unis, et c'est quand même l'information de la journée, ont reconnu donc cette nouvelle coalition syrienne comme représentante légitime du peuple syrien. C'est toujours la contradiction de l'Occident. On se plaint toujours d'Al-Qaïda et des salafistes et on soutient le pays qui finance le salafisme dans le monde, c'est l'Arabie Saoudite. Il faut commencer par là, on ne le dit pas très souvent. Et deuxièmement, on dit « Ah, ben si on les soutient, les gens vont aller chez les salafistes, machin truc. » Mais chaque jour qui passe, les djihadistes, les salafistes, les Al-Qaïda se renforcent dans ce pays. Sans racines. Pardon? Et sans racines au niveau des combats. Sans racines, voilà, c'est ça. Alors, moi, ce que je constate comme crise humanitaire maintenant, ce qui se passe en Syrie et dans les pays voisins à travers l'accueil de ces réfugiés syriens, est une conséquence immédiate de la fusion, voire de la confusion diplomatique qui règne concernant la situation en Syrie. Tant qu'il y a toujours ce blocage au niveau local, et régional et international pour la résolution de ce différent meurtrier en Syrie, tant que cette crise humanitaire va malheureusement continuer et s'envenimer. Et à mon avis, on est devant un fait presque inattendu. On ne s'attendait pas à ce que la crise en Syrie puisse durer autant. Et donc les calculs des Arabes et les calculs des Occidentaux étaient des calculs, je dirais, un peu biaisés par d'un côté, donc, effectivement, la continuité du régime et son soutien par la Russie et la Chine, et puis également par, effectivement, le mouvement armé qui continue à être financé pour mener ces combats armés. Et par conséquent, on a une crise humanitaire que le peuple syrien, que les civils sont en train de payer. C'est un, je dirais, fait où, effectivement, personne ne maîtrise désormais la façon par laquelle on va aborder pour le résoudre.
mais on est en train effectivement de supporter, de débloquer quelques centaines, quelques dizaines de millions de dollars par ici, quelques dizaines de millions de dollars par là. Mais à mon avis, ce n'est pas une voie qui permet une résolution de la crise humanitaire, donc ce qui est immédiat. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour résoudre la crise humanitaire? Ben écoutez, il faut effectivement considérer cela comme une priorité. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité? Pas du tout. Maintenant, la priorité... Pierre Salignon, c'est votre sentiment aussi? Aujourd'hui, la crise humanitaire n'est pas la priorité. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé. On parlait de cette réunion à Marrakech. On parle de crise humanitaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a une crise avec son impact sur les populations civiles. D'abord, à l'intérieur même du pays, avec plus d'1 million de personnes déplacées, avec ces dizaines de milliers de blessés. On pourrait... voilà. Et puis les réfugiés. Bon... C'est l'effet induit du conflit. La réponse humanitaire ou des secours qui se déploient, force est de constater que les pays voisins, il y a des choses organisées qu'on va voir, comme les camps, mais il y a aussi la solidarité des communautés qui accueillent bon nombre de personnes qui ont traversé la frontière. Et puis après, on est face à une crise militaire, donc politique, où la résolution, c'est soit la diplomatie, soit c'est autre chose. Et on est face à cette réalité d'attentisme en disant qui va l'emporter sur l'autre, une intervention étrangère, pas d'intervention étrangère. On est devant ces ambivalences. Alors nous, d'un point de vue d'organisation de secours, je dirais qu'on essaye de s'adapter à une évolution de situation et on essaye de pousser l'avantage, c'est-à-dire travailler avec des médecins, prendre contact avec des autorités, essayer progressivement d'acheminer des médicaments ou des biens de première nécessité ou de réhabiliter des blessés en Turquie ou ailleurs. Kamel Dervish, je me tourne vers vous, parce que vous travaillez pour le Haut-Commissariat aux réfugiés. On a appris que la communauté internationale aujourd'hui allait donner 550 millions de dollars pour le HCR, mais le HCR réclame 4 milliards aujourd'hui de dollars. Comment vous expliquez qu'on ne donne pas plus, qu'on ne donne pas en tout cas à la hauteur de vos besoins aujourd'hui? Nous avons besoin de beaucoup plus de ressources, comme mes autres collègues l'ont indiqué. Dans une semaine précisément, il va y avoir un appel révisé parce que, je crois, comme l'avaient dit mes prédécesseurs, personne ne s'attendait à une crise aussi importante. Nous continuons à recevoir près de 3200 personnes chaque nuit dans les 4 pays de la région. Oui, le financement actuel est bien faible. Seulement 50%, 51% des besoins sont financés. Il est même très difficile pour nous de penser à démarrer d'une manière adéquate nos programmes au début de 2013 s'il n'y a pas une réaction assez importante sur le côté financier. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous, Kamel Dervish. Merci à Assia Chiab qui était avec nous en direct de Turquie, d'Antakya. On va retrouver dans un instant Selim El Medeb en direct de Beyrouth et qui nous dira quelle est la situation de ces réfugiés syriens au Liban. Et on se posera également cette question. Ces réfugiés risquent-ils de déstabiliser les pays d'accueil et notamment le Liban? À tout de suite.